Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatic News pour cette édition du lundi 10 décembre d'Informatic News Hebdo qui, comme vous le savez, chaque semaine décrypte et analyse l'actualité du secteur IT. Et pour revenir sur l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, la semaine dernière, il y avait comme événement, entre guillemets principal, le show, le fameux désormais traditionnel show Hello d'Orange, avec Stéphane Richard à la manœuvre. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour nos lecteurs, enfin on a une mauvaise nouvelle pour nos lecteurs, pour ceux qui voulaient passer à la 5G l'année prochaine, ça sera trop tôt. Ah, hein, alors finalement, déjà, événement principal de la semaine dernière, ça je vous laisse le soin. Alors, finalement il n'a pas annoncé grand chose. Voilà, et donc Hello c'est son show annuel maintenant, on va être à la 6e ou 7e édition, donc je dirais que c'est la présentation des innovations par Orange. Alors effectivement, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que la 5G arrive pour 2020. Il la promet pour 2020. Donc, mais bon, ça veut dire donc la France n'est pas en avance sur le coup quand même. Oui, mais enfin, en tout cas, les choses se concrétisent. Et donc, effectivement, le message, c'est de dire, on sera prêt quand les terminaux seront prêts. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de la China Mobile, tous les fabricants chinois, sauf Huawei d'ailleurs, qui présentaient des prototypes 5G. Donc ça veut dire qu'on y arrive. Alors effectivement, Samsung avait promis lui pour 2019. Et Apple avait dit nous on attend encore un petit peu. 2020, oui. Donc Apple c'est peut-être l'allié d'Orange, on ne sait pas. Donc en tout cas finalement les choses se précisent et effectivement ça paraît assez raisonnable qu'en 2020 les premiers, alors ce sera dans les grandes villes bien sûr, hein, ce ne sera pas dans tous les coins de France, mais la 5G en 2020 ça paraît raisonnable. Très bien, bah écoutez, donc rendez-vous pour le prochain Hello de novembre 2019, là pour le coup on sera peut-être dans du concret. En attendant, autre information concrète là pour le coup, c'est le retour de Dell sur les marchés boursiers. Hein. Bon, on sait, c'était Michael Dell qui est le créateur avait repris avec l'aide de fonds de private equity, comme on dit en bon anglais, le capital de Dell et de MC et de VMware. Et là, on rebascule dans l'autre sens. Effectivement, donc l'idée, alors il y avait eu, alors on ne sait plus très bien dans quel ordre, mais il y avait eu donc le rachat de MC qui était un très gros morceau, près de 60 milliards de dollars de mémoire, c'est le plus grosse acquisition dans le domaine de l'informatique. Et puis donc cette sortie des marchés boursiers pour sortir de la tyrannie des marchés financiers, je dirais que le discours à l'époque de Michael Dell, c'était de dire qu'il voulait reprendre en main sa propre destinée, sauf que les dettes étaient quand même significatives, importantes, donc il avait revendu quelques petits actifs, mais en tout cas la dette, le principal de la dette était toujours là. Et donc là, l'explication réelle de la rentrée, si je puis dire, sur les marchés boursiers, qui est prévue avant la fin du mois. Est-ce que c'est parce que finalement il y a un besoin de capital ou en tout cas c'est un peu la normalisation de Dell, si je puis dire, qui revient parce que des entreprises de cette taille-là qui ne sont pas cotées en bourse, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais en tout cas dans notre secteur de mémoire comme ça, je serais incapable d'en citer une. Donc c'était un cas un peu atypique qui redevient dans la normalité, on va dire. Très bien. Alors autre sujet en bref de la semaine, une étude d'EuroCIO qui est un peu le SIGREF européen, hein, exactement. On peut dire. Alors qui donne des résultats assez contre-intuitifs, hein, puisque d'après eux, le cloud se privatise et... Oui, alors contre-intuitif, je ne sais pas trop, mais en tout cas qui va à contresens de ce qu'on dit habituellement, de ce qu'on dit même nous, des études qu'on peut publier, enfin qui viennent de sources diverses, mais en disant que il y a un mouvement irréversible vers le cloud. Et ça, je crois que je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, cette étude EuroCIO, qui, comme vous l'avez dit, est le SIGREF européen, en fait, pointe du doigt un certain nombre de difficultés que manifestent les grandes entreprises, parce que le SIGREF et l'EuroCIO, c'est les grandes entreprises, principalement, et qui sont peut-être pas nécessairement liées au cloud lui-même, aux technologies du cloud, mais plutôt liées aux acteurs du cloud, qui ont des pratiques de gestion des licences, enfin des choses
choses très industrielles, qui ont besoin de sur-mesure. Un petit peu compliquées. Et d'ailleurs, souvenez-vous, le SIGREF, si on se reporte un petit peu en arrière, avait publié une étude qui en gros faisait l'écho de ces difficultés avec les grands éditeurs logiciels. Donc difficulté, que ce soit on-premise ou dans le cloud, finalement, ça n'a rien de très surprenant, et qui, très récemment, avait aussi pondu un article, là on reboucle sur l'open source, qui disait on milite pour l'open source. C'est plus facile. Donc, c'est pas tellement le cloud en soi qui est remis en cause, c'est plutôt les pratiques des acteurs du cloud, des fournisseurs de cloud, et donc, suite à quoi un certain nombre d'entreprises faisaient état du fait qu'elles allaient soit ralentir, soit éventuellement reculer un petit peu leur stratégie cloud. Aller plus sur un cloud privé. Exactement. D'ailleurs, j'avais noté que l'article qui a été retweeté sur notre fil Twitter, un des acteurs industriels du secteur, Nutanix pour ne pas le nommer, avait retweeté en disant tiens, c'est une tendance aussi que nous on note. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu leur stratégie, mais en tout cas, c'est intéressant de noter qu'il y a des acteurs de l'industrie qui vont aussi dans ce sens-là. Alors, autre acteur de l'industrie dont on parle cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est IBM, qui se sépare d'une offre logicielle historique, puisque Lotus, quand même, qui sort du giron d'IBM. Ça n'a pas fait la une, mais bon. Non, c'est vrai. Alors, bon, on sait que IBM a racheté Red Hat pour 34 milliards, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc, là, pareil, ils essayent peut-être de récupérer, quelques actifs pour financer tout ça. Et donc, ils ont vendu 7 lignes de produits logiciels à la société de services indienne HCL, parmi lesquels, comme vous le disiez, il y a Notes et Domino, donc c'est ce qui est hérité de Lotus, donc qui est considéré comme un produit non stratégique. Et puis, il y avait aussi le produit de réseau social, donc IBM Connection, je crois que ça s'appelle. Oui, puis il y a Unica aussi, un produit bon, en tout cas, des produits que IBM ne juge pas majeurs et qui le sont sans doute à juste titre. Les analystes étaient un peu surprises de cette acquisition parce que HCL avait des partenariats pour la plupart de ses produits. Donc quel est l'intérêt pour eux d'en faire le rachat? En tout cas, j'allais dire, c'est un peu leur problème, si je peux dire. Donc la vente, c'est près de $2 milliards. Donc bon, c'est pas... Un peu de money pour financer le rachat de Red Hat. Autre information qui est complètement différente, c'est Apple qui, suite au mouvement, à la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui songerait à faire, construire ces iPhones en dehors de la Chine. Oui. Alors bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est encore très hypothétique parce que il y a cette bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça c'est clair. Les modalités ne sont pas encore clairement définies, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si il va y avoir des taxes sur les importations de produits à hauteur de 25% sur les 250 milliards de dollars donc c'est quasiment la moitié des importations. C'est vrai qu'à suivre le fil Twitter de Donald Trump, on est un peu perdu. On est un peu perdu, d'ailleurs lui-même il l'est peut-être aussi. Et donc en fait l'idée principale c'est que si ces taxes dépassaient 10%, ce serait le seuil à partir duquel Apple songerait à délocaliser la sous-traitance, si je puis dire, qui pour l'instant est assurée principalement par Foxconn, sauf que tout ça ne va pas se faire en un jour. Parce surtout vu les volumes... quand on voit les millions d'iPhones qui sont fabriqués, tous les jours, et évidemment, s'ils décident de le faire, c'est que ils ne vont pas le faire pour les 6 mois qui viennent. Il faut mettre en place des circuits logistiques, c'est d'une complexité qui doit être assez monstrueuse. Donc c'est une information à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça veut dire que les entreprises réagissent quand même assez rapidement à ce type d'informations, aux politiques qui arrivent et aux incertitudes que ça peut créer. Très bien. Alors ça, c'était pour les sujets, j'allais dire qu'on passait rapidement en revue. Le sujet de la semaine, c'est à nouveau le logiciel libre, j'allais dire, est une étude publiée par des acteurs importants du secteur, notamment le CNLL, je vais y arriver, sur le potentiel du logiciel libre en tant que fournisseur d'emploi, notamment pour le secteur en France. Oui, alors c'est effectivement, donc comme vous disiez, il y a qui est impliqué, il y a le CNLL, il y a le Syntec numérique, et puis le pôle de compétitivité systématique. Donc là encore une fois beaucoup de chiffres dans ce genre d'études, on va pas en donner trop. En termes d'emploi, un taux de croissance de 6% de 2017 à 2021, donc c'est significatif. En gros, le nombre de personnes employées dans le logiciel libre chez les fournisseurs, donc ça veut dire éditeurs de logiciels et puis sociétés de services, c'est à peu près 40 000 personnes, et chez les utilisateurs, c'est 20 000 personnes. Donc
en soi, on a du mal à dire ce que ça représente, mais si on avait parlé des résultats du Syntec numérique il n'y a pas très longtemps, Syntec numérique, c'est les entreprises de services et les éditeurs de logiciels, ça fait à peu près 500 000 personnes en France. Donc vous voyez que c'est quand même c'est significatif. Création nette d'emplois, 4 000 personnes en 2019, non 2018, donc cette année. D'ailleurs, je crois que c'est 6 000 en fait. Bon, enfin en tout cas, c'est un nombre qui est significatif. Et donc évidemment, les embauchés, ce sont principalement des jeunes diplômés. Bien sûr. C'est beaucoup plus de la moitié. C'est des gens qui ont une formation assez... Ingénieur, j'imagine. Oui, en général, Bac plus 5, donc soit la filière universitaire, soit dans les écoles spécialisées, qui ne sont pas tous formés à l'open source, parce que évidemment toutes les écoles ou toutes les universités ne forment pas à l'open source, donc après ils ont, je dirais, le bagage suffisant pour se former à l'open source. Donc c'est un secteur qui est très dynamique, et évidemment je dirais que les domaines qui sont concernés, c'est les domaines dont on parle régulièrement. La sécurité, bien sûr, vient assez largement en premier, enfin pas en premier, mais cité de manière importante. Tout ce qui est Internet des objets, qui est important, tout ce qui est data science aussi, donc sont des domaines, et tout ça crée un phénomène de tension qui est que les entreprises n'ont pas toujours toutes les facilités pour faire les recrutements. Donc ça veut dire qu'il y a encore un besoin de formation qui est important, parce que je dirais que pour les années à venir, je dirais qu'on a à peu près les grandes lignes, donc il ne va pas y avoir un revirement en arrière. Non. Très bien. Ça, c'était pour la semaine passée, Guy. Pour la semaine à venir, un événement Oracle, Oracle Cloud... Security Summit. Security Summit. Donc effectivement, ça se tient cette semaine mardi au Centre Pompidou. Donc c'est, bon, comme son nom l'indique, sur la sécurité. Et bien sûr, on va parler de l'intelligence artificielle, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sécurité. On a déjà parlé pas mal de fois. On va parler des bots. Donc on sait qu'il y a du pour et du contre. Les bots, ça peut servir comme plateforme pour faire un certain nombre de choses qu'on ne souhaiterait pas voir faire. Et ça sert à contrario aussi d'outils d'analyse sur des comportements. Absolument. Donc je vous dis, c'est un outil pour. Donc c'est une conférence qu'on suivra avec intérêt cette semaine. Et puis Guy, pour conclure, notre fameux, je sais pas, mais en tout cas traditionnel coup de cœur, coup de gueule, cette fois-ci, c'est destiné aux actionnaires. Alors il y a deux volets. On parle de Palo Alto Networks, à la fois des actionnaires et du nouveau PDG. Alors effectivement, ce serait plutôt un coup de gueule, on va dire. Mais enfin, un coup de gueule est aussi un coup de cœur. Donc les actionnaires se sont un peu rebellés, entre guillemets. Oui, carrément, mais on peut dire. Oui, effectivement. Et se sont opposés à la rémunération absolument mirobolante du patron, du nouveau patron, qui était fixé à 125 millions de dollars par an. Et ça dépasse, je veux dire, tout ce qu'on voit, même dans le secteur. Parce que quand on parle des gens quand même... de très loin. Oui, même des gens comme Marc Benoff ou Larry Ellison, qui ne sont quand même pas des petits débutants. Alors évidemment, eux, c'est eux qui ont les actions de leur entreprise, donc c'est un peu difficile à juger. Mais si on prend par exemple la patronne d'IBM, elle n'a pas ce salaire-là. Donc là, les actionnaires se sont rebellés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse phrase d'Henry Ford qui, dans les années 30, disait que le rapport de 1 à 40 était le rapport supportable. Donc en gros, si on accepte ça, on dirait que le salaire moyen chez Palo Alto serait de 3 millions de dollars. Bon. Donc si Palo Alto est prêt à suivre, pourquoi pas. Moi, je pense que les salariés de Palo Alto sont très contents. Donc effectivement, peut-être que je candidaterai pour être embauché. Bon, sachant qu'en plus, le CEO est c'est pas le créateur de l'entreprise. Absolument pas. Non, c'est un ex-Google. C'est un employé. Enfin, voilà, c'est un ex-Google qui est arrivé il y a quelques semaines. Effectivement, c'est assez intéressant. Écoutez, Guy, je propose qu'on conclue sur cette petite histoire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. Je vais y arriver, pardon. En attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À très bientôt. Merci.